avez des questions. Bonjour. Oui. Allô? Il fonctionne. Bonjour. Michel Leduc pour l'Association des Vins Amis du Richelieu. L'objectif de l'association, c'est justement de faire en sorte que l'écosystème soit scrap d'ici 5 ans. Je trouve ça intéressant la présentation qui a été faite. Par contre, vous parlez pas des causes liées à cette érosion. J'aimerais ça vous entendre là-dessus pour pas qu'on traite l'image, parce qu'en quelque part, si on fait rien en prévention, parce que là, on est dans l'intervention, on ne fait pas de prévention, on fait de l'intervention. Ça coûte cher, ça va coûter encore plus cher si on ne fait pas de prévention. Votre question, monsieur, c'est de savoir... La question s'en vient, laissez-moi finir. Oui, merci. Alors, ma question est celle-ci. Comment vous allez travailler en amont pour faire en sorte que vous ne soyez pas obligés de revenir? Et je m'explique. Ceux qui sont contribuables à l'érosion de la rivière, c'est principalement l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, avec seulement 30 des bandes riveraines qui sont conformes selon la loi. Ça fait 30 ans qu'on a une loi où on doit statuer 5 mètres du talus où il y a un petit ruisseau. Actuellement, ce n'est pas respecté. Il y a seulement 30 des cultivateurs, des terres cultivées en Montérégie qui sont respectées selon la loi. Ça, c'est un facteur très, très, très important de l'érosion. Puis d'autant plus que ça vient chercher tout l'écosystème parce que ça augmente tout l'aspect du phosphore, puis ça augmente aussi l'aspect de la qualité de l'eau. Donc, est-ce que vous allez travailler en amont pour faire en sorte que le ministère de l'Environnement, par le ministère de l'Agriculture, qui peut statuer, on va faire respecter les bandes riveraines, de sorte qu'on n'aura plus ce problème-là? On va aller demander à Mme Lecourba quelle est votre réponse là-dessus. Bien, en fait, il y a plusieurs mécanismes qui mènent à l'érosion des berges. On parle de l'agriculture, mais il y a également l'écoulement comme tel de la rivière, il y a les mécanismes d'érosion. Vous m'entendez-vous? Il y a la vitesse des bateaux, la vitesse des vagues qui sont causées par les vents, il y a le régime des glaces. Donc, il y a plusieurs éléments qui mènent à l'érosion. Donc, on ne peut pas tous les contrôler. Ceux où on peut avoir un impact, c'est sûr que nous, on va se pencher là-dessus parce que notre but, c'est une chose, en fait, on n'a pas le choix de corriger les situations urgentes qui sont là, mais également, on veut essayer d'amoindrir les zones qui sont déjà qui sont à surveiller pour ne pas avoir nécessairement à faire de l'enrochement. Nous, on tient à cette rivière-là, puis je pense qu'on pense un peu comme vous, la ville de Belleuil. On veut essayer de travailler en amont, effectivement, pour pas que la situation empire. La deuxième question, on parle de l'érosion en lien avec la navigation. Nous, un de nos mandats, deux axes sur lesquels on travaille, c'est la navigation responsable. Et ce qu'on a remarqué dans les 10 dernières années, une détérioration incroyable due au fait des vagues, du bâtilleur des vagues, des bateaux de wake, des bateaux de surf qui font des vagues de 3 pieds et j'en parle, je vous dis, c'est plus que ça des fois. C'est prouvé scientifiquement. Il y a 2 études que vous pourriez consulter avec un collaborateur de Coalition Navigation. Il y a 2 études qui ont été faites qui font référence à ces bateaux-là. Ça date de 2014. Donc, les bateaux ont grossi depuis. On dit que le minimum de profondeur pour ces bateaux-là, pour pas que ça soit dommageable pour l'écosystème, c'est 5 mètres. Et la vague, c'est 300 mètres. Donc, ça veut dire que normalement, ça veut dire que ça prend 600 mètres de largeur pour que ces bateaux-là passent. Quand ils passent à 100 mètres, ils brisent tout. Moi, là, j'ai mis du cormoirie, j'ai mis du bricourier, j'en ai mis pour 5 000 $. Parce que j'ai respecté ce que l'environnement m'a dit. Au printemps, j'ai attendu, j'ai regardé ça aller. Après la saison, il en restait plus. Ça avait tout passé. Puis là, ils m'ont dit, mais là, tu peux faire l'enrochement. Fait que
Oui, je suis d'accord à faire l'intervention, mais il faudrait aussi faire l'intervention sur des choses qui vont briser ce que vous allez faire. En fait, pour répondre à votre question, nous, on a également réalisé une étude hydraulique. Oui. Et puis, dans cette étude-là, on a analysé les diverses mécaniques d'érosion. Effectivement, les bateaux, nous, on avait 2 pieds de vagues qui étaient causés par les bateaux. 2 pieds? C'est ça. 2 pieds, c'est pas les bons chiffres. Puis, en fait, c'est pas les bateaux, nous, qui causaient la plus haute hauteur de vagues, mais les vagues causées par le vent. Donc, ça a été des critères de conception. Les vagues causées par Par le vent. Oh mon Dieu, vous n'avez pas une bonne lecture, je pense. Sérieux, là, je dis, là. Parce qu'un bateau de wake, là, fait une vague d'à peu près 3,5 pieds, 4 pieds. 3,5 pieds, 4 pieds. Fait que quand ça passe, là, en dedans de 100 mètres, là, vous invitez chez nous, vous allez voir. Oui, bien moi, je vous répète un peu ce qui est ressorti de cette étude-là, mais peut-être qu'il y aura des vérifications à faire. Vérifiez les 2 études que je vous parle, Coalition de navigation. Allez voir ça, parce que c'est des études sérieuses qui ont été faites. Puis c'est un des spécialistes en Amérique du Nord qui a pondu cette recherche-là. C'est pas n'importe quoi. Il ne parle pas juste de ça, il parle de toute la turbidité. Qu'est-ce que ça amène au niveau de la faune et de la flore. C'est incroyable, ça arrache tout. Mais c'est sûr que la rivière est pas, vous savez, qu'elle n'est pas sous la juridiction de la ville. Alors, ça, je le sais, c'est pour ça que l'association existe, parce que tout le monde se met de cheval. Non, Mais en quelque part, on aimerait bien ça qu'on puisse regagner l'écosystème qui est là. Fait que dans ce sens-là, je me dis, qu'est-ce que vous allez faire par rapport au bateau? Ma deuxième question. Oui, en fait, je pense que la MRC a déjà fait des demandes à cet effet-là. En fait, c'est toutes les municipalités qui sont aux prises avec ce problème-là. On va continuer à le faire. On a nos députés également qui font des représentations auprès du ministre pour essayer d'instaurer des réglementations pour limiter ces vitesses-là. Donc, il faut qu'on continue à travailler dans ce sens-là, puis qu'on essaie de... Je pense même qu'il y a une pétition qui a été déposée également l'an dernier à cet effet. C'est nous qui l'avons fait. C'est ça. J'ai vu les réponses qui ont été données. Mais je pense que si on continue à faire des demandes, à un moment donné, les gens ne pourront pas ignorer le problème. Tu sais, c'est sûr, ce n'est pas nécessairement des gens qui vivent. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique aussi. Il y a une volonté politique, ça je vous le dis. La Ville de Belleuil a déjà adopté des résolutions pour justement faire ces demandes. On est conscient du problème, puis c'est préoccupant pour nous. Merci, monsieur. Monsieur? Bonsoir, Pierre Montréal, citoyen de Belleuil. J'interviens en tant que personnel, mais je suis membre du comité consultatif d'environnement de la Ville de Belleuil. Mais ma question est à titre personnel, parce que j'en ai pas parlé. C'est une question technique. J'ai une question technique avec un commentaire. J'ai vu dans les diapositives, on parlait d'espèces potentielles, notamment de reptiles. Et je travaille dans un domaine, parfois je réalise des actions en bord, en rive, de cours d'eau, etc. Et nous avons observé, lorsque nous étudions du géotextile ou du paillis que vous déroulez, dans lequel il y a un filet de nylon, parce que j'ai vu sur vos diapositives que c'était prévu. Nous avons observé à un moment donné des dizaines et des dizaines de couleuvres mortes prises dans ces filets. Et aussi le géotextile, je m'inquiète par rapport au fait qu'il n'y a pas de pénétration possible de la faune au-dessus et en dessous. Alors, je me demande s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir du géotextile ou c'est pareil avec du treillis de nylon? Ou si on peut, c'est quoi l'impact de ne pas utiliser le géotextile? S'il y en a un, est-ce que c'est grave de ne pas l'utiliser? Et puis s'il y a moyen d'utiliser autre chose que le paillis avec cette espèce de filet. J'aimerais aussi rappeler qu'au niveau reptile, il y a quand même au moins 2 espèces de tortues fréquemment observées au bord du chevet de l'œil, même si ce ne sont pas nécessairement à statut fédéral comme le chevalier cuivré. C'est quand même des espèces qui ont un statut soit préoccupant ou potentiellement menacé au niveau provincial, donc c'est pas négligeable comme espèce. Alors, voilà. Chercher une... C'était ma question par rapport au géotextile et paillis. Oui.
Je trouve ça intéressant, votre observation. Là. Moi, ça, c'est pour le géotextile qui est posé temporairement c'est un géotextile sur le dessus, parce qu'il y en a un qui est prévu en dessous des arbres. Oui, mais vraiment, c'est vraiment en dessous. Il n'y a pas de faune là. Non, pas à cette profondeur-là. Pas ce géotextile-là. C'est un géotextile qui sert à asseoir comme il faut les roches, les pierres. C'est ce que je me demande s'il est nécessaire parce que pour dans de tout couleuvres et de reptiles, ils doivent entrer dans le sol en profondeur l'hiver. Et ça, c'est sûr sous barrière. Parce que les autres, ils se cachent du gel en s'enfouissant en profondeur. Ouais. Et un tas de roches, c'est idéal pour eux. Mais c'est rare que... Oui, c'est ça, mais il y a des hibernacles qui s'installent dans les roches, ça c'est sûr, des pierres des enrochements, mais j'ai jamais entendu parler de mortalité due au géotextile de fond. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé par rapport au géotextile comme tel. Je suis inquiet par rapport à ça. Il manque peut-être un passage. Moi, c'était plus la mortalité à être observée au niveau du paillis déroulé là, avec du paillis avec les fibres de coco sur le dessus. Oui, le paillis qui est une espèce de... Correct. Je m'en souviens plus c'est fait avec quoi. C'est quelque chose de tissé. Oui, c'est ça. La paille tissée avec c'est ça. Puis le filet de nylon sert juste à tenir ensemble la fibre de coco. La fibre de coco. C'est ça. Ah oui. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, mais on va vérifier ça. Oui, on va faire des vérifications de ce côté-là. Mais pour ce qui est du géotextile de fond, c'est de la base de tous les enrochements. À moins qu'on soit directement sur du roc, qu'on fait un enrochement sur... là, il n'y a pas besoin de géotextile, mais à part de ça, là, il y a toujours un... Moi, je suis président de l'EI, propriétaire de résidence Rive-Belle, dans un des secteurs urgents au pied de la rue Marseille. Est-ce que je vais des remarques, parce que ça fait des années que je remarque le comportement de la rivière par rapport à l'environnement, la glace, les vents et les bateaux. D'après moi, les bateaux, c'est la plus grande raison. Si je me suis précédemment, j'ai des arbres qui sont à plus qu'un mètre, 1,5 mètre du lit de la rivière, ils se déracinent du sol. Ça tombe éventuellement, ça rentre. La glace fait beaucoup de dommages aussi pour certaines années qu'il y a beaucoup de glace, parce que la fige en place des roches, elle les déplace. Et puis l'autre chose qui m'inquiétait, c'est le niveau de la redevance qu'on a comme citoyen riverain du projet. Vous investissez, je ne sais pas, X nombre de milliers de dollars sur la propriété pour refaire le droit de l'eau. C'est regrettable de quoi, finalement, avoir une taxe ou l'enseignement. Bon. Est-ce que je vais en subir une conséquence au niveau des taxes? Ça, c'est... Déjà, c'est assez sérieux. Oui, en fait, au niveau du financement des travaux, c'est pas une taxe qui va être applicable aux riverains directement, ça va être une taxe qui va être à l'ensemble, mais ça ne sera pas sur le compte de taxe. Dans le fond, c'est des emprunts qu'on fait au même titre quand on fait des réflexions d'eau, par exemple. Donc, nous, on emprunte des montants, mais le compte de taxe ne va pas nécessairement augmenter dû à ces travaux-là spécifiques. Donc, je n'ai pas de lien direct. Vous n'avez pas de lien direct. Parce que nous, la ville, on fait les travaux. Oui, il y a une partie de travaux qui est sur des terrains privés, mais notre motivation, c'est de préserver notre rue, dans le fond, la rue Richelieu, les infrastructures, les conduites d'égout, les conduites d'aqueduc. Donc, c'est pour ça que c'est appliqué à l'ensemble. Sur mon terrain, il y a deux égouts. Un qui est pluvial par rapport à la rue, qui est énorme, au moins 20, disons. Un plus petit qui doit faire 30-40 cm, disons. Ces tuyaux-là sont encore là pour limiter. Il y a encore des déversements qui se font à l'année, ce que je sache. Parfois, il y a des senteurs sur le aussi. Ça, on n'en parle pas du tout, mais c'est énorme, l'infrastructure. C'est gros. Est-ce que ça, c'est adressé? Est-ce que c'est, j'ai pas compris la fin de la C'est question. adressé. Les égouts Oui. qui sont
En fait, ça doit être Sur le centre de la ville. Oui, bien, ça doit être un émissaire pluvial là, qui doit passer près de votre Un terrain. que je ne sais pas, l'autre, je ne sais pas ça. Ça se peut qu'il y ait un émissaire pluvial et ça se peut qu'il y ait un autre égout qui peut être une surverse. Il faudrait voir vraiment le plan. Je ne sais pas exactement où il est situé, mais c'est sûr. Le Pied d'Orsali, il faudrait que je regarde le plan d'ensemble des égouts à ce moment-là pour répondre à quoi sert exactement ces tuyaux. Troisièmement, c'est quoi mes limitations comme propriétaire du terrain pour moi, un coup que le terrain est fait, que je vais avoir un guide ou une descente, où je vais faire des aménagements sur mon terrain. C'est quoi mes limitations après les travaux? Ben, je ne crois pas qu'il y ait de limitation au même titre qu'en ce moment. Je ne connais pas la procédure. C'est sûr qu'il faudrait vérifier avec le service de l'urbanisme, mais si vous avez un quai installé, est-ce qu'il y a un permis à demander? Est-ce que vous avez On va rien dire, on dit si tu veux mettre un quai, si tu finis, ou si tu veux mettre des piliers ou quoi que ce soit, puis on va s'accommoder. Donc la procédure ne changera pas suite à la stabilisation des roches. Vous allez pouvoir continuer à faire ce que vous pouvez faire actuellement. De toute façon, Quatrièmement, juste pour au Pied d'Orsali, je vois en quelle année ça a été fait. Il y a beaucoup de contamination par rapport à l'asphalte qui a été déversé dans la rivière de façon intentionnelle. Quand la rue d'Orsali était faite, il y a des slabs de ciment, l'ancien trottoir, l'asphalte, c'est tout là encore. Ça a été mentionné l'inspecteur quand il a dû faire la douche chez lui. C'est encore là, il n'y a rien qui a été fait aussi. C'est encore là, dans l'eau, c'est éparpillé. Ça fait longtemps que ça a été fait, ça doit faire moins de 30 ans. mais si c'est dans une intervention, ça va pas être seulement des contaminations de ce qui a été fait dans le passé. Parce que la rue Orsali a été refaite récemment, quand même. Non, avant ça. Vous parlez il y a 30 ans, lorsqu'il y a eu des travaux, ils ont... Voilà, ils sont moins. OK. Donc, il y aurait des débris. Il y aurait des débris dans la bande des vrais. OK, ça, j'étais pas au fait. Ça a été constaté. OK, puis il y a une demande qui a été faite Les au trottoirs service. au complet. OK. Devant, c'est ça qui tient le bord de l'eau, je pense que c'est là. Ben, c'est sûr que si Ça, on... Là, les arbres tombent, puis Oui. le ciment reste. Ben, on ne profite pas des travaux pour enlever ça nécessairement. C'est gros. Mais merci de le soulever, on va le prendre en compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Bonsoir, je suis citoyen. Je ne sais pas trop comment intervenir ou faire mon intervention parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Un peu comme monsieur, je suis au bord de l'eau. L'érosion des berges, on a déjà pris 4 à 5 pieds de terrain. Je ne peux pas faire d'engagement, ce n'est pas légal pour l'instant. Ça amène, je ne sais pas si vous l'avez constaté dans les différents journaux, il y a eu des inondations provoquées par le lac Champlain, qui a fait la crue des eaux est terrible. Il y a eu cette année ou l'année dernière, je pense, plus de 3000 déversements d'eau désagréables, dont la mort des poissons et des couleuvres et autres que j'ai vu passer devant chez nous. L'érosion des berges a amené des glissements de terrain. Sur un des terrains qui devrait glisser dans les rivière bientôt, d'après ce que j'ai pu savoir. Là. Je suis le premier sur une liste de 72. Si je perds mon terrain, je perds ma maison. Si je perds ma maison, je perds mon patrimoine, je perds mon héritage aux enfants. Je ne mets pas ça grave, là. Mettons que je me sépare, comment est-ce qu'on va évaluer la maison? Parce que si elle est à risque de glisser, mettons que c'est un glissement de terrain, puis mon assureur ne veut pas me rembourser. Ça, c'est le genre de conséquences qui s'ensuivent suite à l'érosion, au glissement, aux eaux qui sont non potables. Il n'y a pas d'autres questions. Ben, qu'est-ce que les municipalités pensent faire en fonction de tout ça? La municipalité. Oui, la municipalité, mais vous n'êtes sûrement pas les seuls dans cette situation-là. J'ai su que Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Roch, Saint-Ours en parlent tous actuellement de cette situation-là. Que les citoyens sont inquiets parce que nos terrains deviennent à risque ou, comment est-ce qu'on dit ça, à contrainte. Donc, je veux vendre mon terrain, ma maison, demain matin. Elle ne vaut probablement pas la valeur marchande actuelle si elle est à risque. Mais est-ce que c'est pas pour ça que vous devez réaliser des grosses stabilisations? Oui, j'espère que c'est pour ça, mais on n'est pas les seuls sur la rivière Richelieu, j'imagine. Il y en a d'autres. Est-ce que... En fait, mon intervention, c'est pas nécessairement une question. C'est juste de vous faire comprendre qu'il y a d'autres gravités à cet effet-là. C'est important que non seulement Belleuil, ou que d'autres municipalités se monopolisent pour essayer de trouver des solutions rapides. C'est un peu ça. Parfait. Merci. D'autres questions? Oui, j'en ai
une qui me brûle les lèvres, fait que je vais y aller, il n'y a pas de ça. Ma question elle s'adresse à Belleuil. Il y a eu combien de surverses la dernière année dans Vierne-Joli? Excusez-moi, c'est difficile à comptabiliser parce qu'avant ça, on n'avait pas de télémétrie. On fonctionnait avec des repères dans les regards d'égout. Donc, un repère, c'est comme quelque chose qui est flottant. Puis, quand le niveau d'eau monte, bien là, le repère, il tombe dans le regard. Et puis là, il y a une tournée qui est faite à toutes les semaines pour identifier le nombre de déversements. En fait, s'il y en a eu plusieurs dans une même semaine, bien avant, il y en avait un qui était comptabilisé. Je sais qu'au niveau du ministère de l'Environnement, les critères vont changer dans les prochaines... En fait, ça devait être cette année, mais je pense qu'il y a eu peut-être... en tout cas, c'est pas tout à fait en place au niveau de la régie d'assainissement. Donc, je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais nos ouvrages actuellement étaient encore conformes, à l'exception de peut-être un poste de pompage où il y a eu un déversement, un débordement de plus dans la rivière. Mais... Enfin, tu m'as dit que vos ouvrages sont conformes? Au niveau du ministère de l'Environnement, dans les rapports qui sont émis, nous, on a le droit de déborder en temps de pluie et en période... Il y a une certaine période, je ne peux pas vous dire exactement, j'ai pas... Donc, vous avez le droit de purger le système? Mais en fait, c'est que le réseau est fait comme ça. Quand il y a eu l'assainissement en 2000, il y a plusieurs ouvrages de surverse qui ont été mis en place. Donc, quand il y a de fortes pluies, le réseau déborde malheureusement. Ça, je comprends. Mais nous, la ville de Belleuil, ce qu'on veut faire... Ce que je veux dire, ma question, je la pose... Mais votre question, c'est combien il y en a? Je ne peux pas vous répondre, malheureusement. Est-ce que vous allez changer votre système d'assainissement avec l'augmentation de têtes que vous avez, parce que vous avez eu beaucoup de construction dernièrement? Puis ma question, c'est, je sais, moi, qu'il y en a des surverses. Je pourrais même te donner les chiffres, mais je ne suis pas ici pour ça. Mais je sais qu'il y en a eu beaucoup. Beaucoup trop, dans mon livre à moi. C'est de l'eau qu'on boit, ça, en passant. Il y a eu au-dessus de 2500 surverses en 2014. Puis dernièrement, c'est 3600 pour l'année. Ça, c'est pour l'ensemble? Ça, là, c'est pour Belleuil, Saint-Hilaire. 3600, c'est quasiment 10 par jour. Là. Ma question, c'est, est-ce que vous allez adresser, puis Mme la mairesse est au courant, est-ce que vous allez adresser la question à un politique qui va s'en mêler, parce que je trouve ça inadéquat, irresponsable, parce que c'est l'eau qu'on boit. Puis ça aussi, ça provoque la surverse. Ça aussi, ça provoque l'érosion, parce qu'il y a toutes sortes de cochonneries qui s'en vont là-dedans. Puis ça empêche la végétalisation, ça empêche les poissons, là, on travaille des oies à deux têtes, là, ça sent rien bien. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est sûr que dans un monde idéal, il n'y en aurait pas de surverse. Il y a encore beaucoup de réseaux qui sont unitaires, donc qui sont combinés. Puis nous, notre vision, c'est de travailler à séparer ces réseaux-là. C'est sûr que ça prend des sous. C'est des travaux qui coûtent cher. On va demander des subventions pour en faire le plus possible. Puis on va essayer de cibler les rues, dans le fond, qui vont nous permettre de séparer le plus possible. Donc, notre objectif, c'est vraiment de réduire les débordements. Puis je vous le dis, je suis sincère, moi je suis directrice au service du génie, je suis ingénieure, et puis je travaille fort parce que je veux qu'on sépare nos réseaux, puis je veux qu'on arrête de déverser les eaux usées dans Richelieu. La documentation, je te parlais, tu peux avoir accès avec Fondation Rivière, puis si tu n'es pas capable, tu m'enverras un courriel, chevalier-du-Richelieu@gmail.com. Ça me fait plaisir de partager les infos. Bon, parfait, merci. Merci beaucoup, M. Couture. Un peu humoristique, je pense que c'est mon terrain, ça peut plus passer. Et à gauche de l'arbre, à la base, ça ressemble à une slab de ciment. Oui. C'est ça que j'ai sur mon terrain. C'est juste de ça. Oui, c'est exactement Merci. ça. C'est pas la meilleure de la route. Madame? Bonjour, je suis Corinne Citoyenne. Je voulais juste savoir... Vous avez parlé justement de la présence d'espèces exotiques envahissantes, comme il y a pratiquement sur tous les bords de l'eau. Je voulais juste savoir si, que ce soit au niveau de l'enrochement ou des techniques de végétalisation des bancs migrants, est-ce qu'il y a une possibilité de propagation plus rapide de ces espèces envahissantes-là? Est-ce que ça a été considéré dans l'étude d'impact? Comme le temps que les plantes s'établissent, est-ce qu'il y a des risques de propagation des espèces envahissantes? Et si oui, est-ce qu'il y a des façons de l'atténuer? Donc, je ne sais pas si ce type de projet-là a déjà été fait
préoccupation très importante du ministère de l'Environnement, les espèces envahissantes végétales, la propagation. Puis, ils n'émettent pas d'autorisation si on n'a pas de mesures qui prévoient la gestion. Puis, depuis près d'une dizaine d'années facilement, là, il y a beaucoup de pratiques qui se sont développées pour contrôler la propagation, contrôler dû aux travaux. Mais je veux dire, ce qui arrive, c'est que souvent, ils s'implantent par d'autres voies que les travaux. Parce que durant les travaux, on fait tout le gros maximum. On nettoie la machinerie, puis avant de passer à l'autre site, mais le roseau, puis la question était surtout au niveau le temps que les plantes s'établissent. Donc vraiment, quand vous allez réaliser les travaux, il va y avoir du terrain qui va être à nu et qui donc va être propice à l'établissement. Donc sans même parler de la machinerie, etc. Oui, c'est ça. Mais bon, on utilise... c'est considéré dans le choix des graines qu'il y a à couvert végétal rapide, mais... je veux dire, on n'est jamais à l'abri. La renouée japonaise est très, très agressive. Dans l'éventualité où il y aurait une propagation des espèces invasives, est-ce que dans le suivi sur 5 ans, c'est prévu de faire des travaux pour contrôler ces espèces-là? Si s'avère que c'est répond? Est-ce que dans les suivis, c'est prévu d'avoir des travaux de contrôle? Est-ce qu'il y a un suivi? Oui, il y a un suivi des espèces, puis... ça fait partie de ce qui est noté. Pendant le suivi, est-ce que vous allez retirer la mauvaise herbe des espèces exotiques en même temps? Si ça devient problématique, ça pourrait arriver. Mais ça va être jugé avec le ministère de l'Environnement. J'avais une deuxième question. Oui. En fait, c'est plutôt lié à l'étude d'impact, justement. Malheureusement, je n'ai pas consulté avant la séance de ce soir. Mais vous parlez justement des effets de la modification de l'habitat sur le poisson qui pourraient être négatifs. J'étais simplement curieuse de savoir de quelle façon ça pourrait être négatif pour le poisson et vous sembliez dire qu'il n'y avait pas de mesures d'atténuation qui étaient prévues directement. Ça serait plutôt des programmes de compensation. Mais j'étais curieuse de savoir pourquoi il n'était pas possible de faire des mesures d'atténuation. Parce que c'est de l'empiètement direct dans l'habitat. On ne peut pas atténuer. Oui, c'est les endroits enrochés, parce que tous les endroits en surveillance, ça va être... Normalement, là, étant donné qu'ils sont en surveillance et qu'ils n'ont pas besoin d'intervention tout de suite, ça ne devrait pas être du tout... Ce qui est envisagé, c'est de la végétalisation. C'est des techniques, pas d'enrochement, là. Mais aux endroits où il y a de l'enrochement, on a de l'empiètement direct. Donc ça, nécessairement, ça implique une perte d'habitat pour le poisson, puis qu'on a chiffré à 569 mètres carrés, qui n'est pas une superficie très, très grande. Là, je veux dire, dans des projets, là, on voit des 50 000 mètres carrés, 30, 40, 50 000 mètres carrés. Là, 569, c'est pas très important, mais d'un autre côté, avec la végétalisation des berges, aux endroits où il y a ça va être de la végétalisation, même la végétalisation dans les enrochements, c'est une bonification de l'habitat du poisson. Même si c'est en dehors de l'eau, parce que le poisson, c'est des supports larvaires, c'est de l'abri, puis c'est utilisé aussi par tous les végétaux qui sont en bas de la ligne des hautes eaux sont utilisés par la perche chaude, le brochet pour la fraie, puis c'est ça. Merci beaucoup. Si? Citoyenne Lappel. J'ai pas pris le temps non plus de consulter en détail les plans qui ont été émis, mais j'aimerais en fait peut-être juste que vous me dressiez un portrait rapide de si on se projette par exemple dans 10 ans, là, puis on sait que 10 ans, ben, ça va vite, le portrait de la berge donc à Belleuil, qu'est-ce que ça va donner, parce qu'on sait qu'il y a quand même un grand pourcentage de la berge que c'est des murets de béton, de pierre et autres. Là. Donc, dans 10 ans, par exemple, est-ce qu'il va y avoir comme 60% végétalisé, 20% d'enrochement, puis tout ce qui reste en muret? Est-ce que l'idéal, ce serait
suppose, pour l'environnement de juste d'avoir des murets. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de ce que ça va donner sur l'ensemble de la ville Jumelette? Bien, tous les endroits qui vont être retravaillés, ça va devenir tous des endroits végétalisés. Puis les endroits qu'on ne peut pas retravailler, il n'est pas prévu de démolir des murets qui sont privés, qui appartiennent à des particuliers. Si eux autres, ils veulent les conserver, c'est pas prévu. Une fois que ces murets-là sont détériorés pour réaménager la berge de manière naturelle. Il faudrait qu'ils aient perdu 50% de leur... il faudrait, pour perdre un droit acquis de ce type-là, je ne sais pas si c'est le cas à la ville de Belleuil, il y a des municipalités, en tout cas, qui, si tu perds 50% de ton muret, tu es obligé de le refaire, ben, tu n'as pas le droit de le refaire si tu en as perdu plus que 50% de ton muret. Tu es obligé de le faire en végétalisation et non en muret de béton. Parce qu'en gros, c'est que j'aurais été intéressée de visualiser donc, le pourcentage qui va rester en muret versus qu'est-ce qui va être végétalisé pour avoir un portrait de ce que la berge va devenir. C'est ce que j'ai pas de vision, j'ai pas... En fait, oui, non, c'est clair. On parlait tantôt qu'il y avait 6 km. Oui, puis il y a 2,8 km de zones à surveiller, mais ces zones-là ne seront pas nécessairement... il n'y aura pas des interventions qui vont être nécessairement faites si c'est des zones à surveiller. Donc, si la situation n'évolue pas, donc c'est dur de dire là, combien exactement d'interventions vont être faites dans les 10 prochaines années. Donc, mais une chose est sûre, c'est que les 7 sites urgents, c'est notre priorité dans l'immédiat. Ensuite, on va faire réévaluer, réinspecter le tout les zones à risque pour voir si ça va évoluer justement s'il y a des interventions. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Nalan. Ma question, c'est au niveau de la méthode d'enrangement. J'ai vu que... OK. Donc, j'ai vu que quand c'était possible, vous avez priorisé la végétalisation, mais donc, dans les cas où c'est pas faisable, ben, ça va être l'enrangement. Ce que je me demande, c'est que... ce que j'ai vu, c'est que l'enrochement, parfois, ça mène à plus d'érosion à cause de l'effet de vague. La vague frappe sur la roche, puis ça va juste gruger plus loin, finalement. Fait que je me demandais, ma question, c'est est-ce que, avec une rivière, avec le type de vague, le débit de la rivière en question, est-ce que ça allait, est-ce que justement l'enrochement n'allait pas accentuer l'érosion justement au bout de l'enrochement? Je ne sais pas si c'est clair ma question. Oui, vous parlez de ce qu'on appelle l'effet debout. Effet debout. Parce que dans le sens... Dans le sens de l'écoulement en aval, l'extrémité aval, quand il y a un enrochement, ça augmente la vitesse d'écoulement dans le sens, c'est ça, immédiatement en aval, il peut y avoir de l'effet debout. Mais là, normalement, c'est considéré ça, là, quand ils font la conception au niveau des plans de devis préliminaires. Là, nous autres, on est à l'étape des concepts, mais il faut prévenir ça. Puis il y a les effets, parce que vous parliez des effets de vague, mais ça arrive quand on a de la plage en avant. Mais là, il n'y a pas de plage. Mais quand il y a une plage, la réflexion de la vague fait qu'il y a un dégraissement des plages qui sont en avant dans ce cas-là. Mon autre question, c'était est-ce que vous avez déjà mené ce genre de travaux-là de végétalisation d'enrochement, puis c'était quoi les résultats? Ah oui, mais ça se fait de plus en plus. La végétalisation, il faut distinguer, ce qu'on propose, c'est des enrochements végétalisés, c'est-à-dire qu'au moment de la conception, de la réalisation, de la construction, on intègre déjà les végétaux. C'est différent de la végétalisation des enrochements.
là, on propose des enrochements végétalisés. C'est structural. Tandis que l'autre, c'est de la végétation qu'on remet par-dessus pour décorer plus. Ça n'a pas une fonction de stabilisation. Ça a une fonction esthétique surtout, là, ou d'habitat. Ça peut être ça. Mais ce qu'on propose, c'est des enrochements végétalisés, c'est-à-dire structuraux à l'intérieur. Je vous pose une question. Par rapport au chevalier cuivré, qui est une espèce en voie de disparition, je me demandais si vous avez dit qu'il allait y avoir des suivis, qu'en fond, les suivis allaient se faire au niveau de la pérennité, de l'efficacité des travaux, la suivi de la végétation. Je me demandais s'il allait y avoir un suivi au cours des travaux sur l'impact justement sur les espèces en voie de disparition, comme le cheval. Bon, là, l'impact sur les espèces, tout à l'heure, je vous ai dit, c'était 569 mètres carrés au total, mais il y avait une petite subtilité. C'est 426 mètres carrés qui concernent les espèces à statut, qui sont le chevalier cuivré. Mais en réalité, là, il me semble que c'était 29 mètres carrés spécifiquement au chevalier cuivré. Les autres, c'est fouille roche gris puis le dard de sable. Mais, je veux dire, si jamais il y a un suivi, s'il y a un programme de compensation qui est exigé, normalement, c'est beaucoup MFFP, mais surtout Pêche Océan Canada qui exige des compensations. Puis, automatiquement, il y a un suivi de performance, mais au niveau de ce qui sera fait en compensation. Mais au niveau de l'ouvrage comme tel, il n'y a pas grand-chose à faire en termes de suivi de l'effet. L'impact de perdre 426 mètres carrés, c'est quoi? C'est 20 par 20? 20 mètres par 20 mètres? C'est pas... Bonsoir, c'est César Espada, citoyen. Avez-vous fait des travaux avant dans un cours d'eau comme la Richelieu? Et si oui, quelle est la garantie que votre compagnie nous offre en termes de temps? Combien de temps cette structure va durer? Étant donné qu'on ne s'attaque pas au vrai problème, que c'est les bâtillards, je sais que les berges de la Richelieu sont artificialisées à peu près sur 75% des Chambly jusqu'à Sorel. Donc, ça, c'est ma première question. Et la sur le plan de l'ingénierie, moi je ne suis pas ingénieur en passant, je suis biologiste et aménagiste. Hein. Mais c'est une garantie, combien de temps? Mais normalement, c'est des ouvrages qui sont faits au moins pour 30 ans, si ce n'est pas 50 ans, l'espérance. Et même plus. Quand c'est bien entretenu, c'est surveillé tout le temps. Vous avez mentionné qu'il y a un suivi sur 5 ans. Après 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y en a de l'érosion, il y a un morceau de génie végétal qui tombe à l'eau. En passant, j'ai fait ça et ça arrive plus souvent de ces contrats. Est-ce qu'il y a une garantie de la compagnie par la suite? Lors de la réalisation des travaux, les entrepreneurs en paysagement qui font ils ont une garantie légale de 2 ans. 2 ans? Eh oui. C'est la garantie légale de réussite du succès de développement des végétaux. Les autres, ils sont tenus à ça. Mais je veux dire, le ministère de l'Environnement, nous autres, c'est des suivis de 5 ans. Mais ça, c'est les suivis pour la mortalité des végétaux, etc. Oui, c'est ça. Puis s'il y a besoin de replanter, bien, il faut replanter. C'est ça, jusqu'à temps que ce soit stable. Il faut vraiment que la stabilisation soit atteinte, parce que c'est un des objectifs du suivi, c'est le suivi de la pérennité et de l'efficacité des mesures de stabilisation. Non. C'est 5 ans, puis c'est évalué par le ministère de l'Environnement. Puis, écoutez, s'il y a des problématiques, le ministère de l'Environnement il pourrait peut-être demander de poursuivre. Mais habituellement, ces ouvrages-là, ça tient. Parce que dans la Richelieu, je ne sais pas. Ça devient mondialement très
On voit ça partout. Partout. Le monde demande, même qu'ils détruisent des... regardez, juste la Ville de Québec. La Ville de Québec, en passant, effectivement, moi, c'est là que je demeure. Puis le projet Kabiakuba, c'était de canalisation. C'était la canalisation des égouts dans les années 60. Des égouts, c'est la rivière Saint-Charles. Mais là, ils ont tous débâti les berges, puis ils ont fait des ouvrages tout le long. Ils ont enlevé le béton. Pourtant, le béton, ce béton-là, à l'époque, le fait qu'ils l'avaient canalisé, ça avait gagné des prix internationaux. Ils trouvaient ça tellement merveilleux, les ingénieurs. Mais là, ils ont tout déconstruit ça, puis ils ont tout remis ça. On voit ça partout dans les villes à travers le monde. Les défis, c'est les débits de la Richelieu, les embarques, c'est à voir. Ouais. Ma deuxième question, c'est les coûts. On ne parle pas des coûts. Combien ça coûte? On dit qu'il y en a 300 mètres de tronçons qui sont urgents. J'aimerais savoir, on parle de combien? En fait, pour le 300 mètres, les coûts avaient été évalués à 450 000 environ. 300 mètres, 450 000. En fait, c'était 150 $ du mètre carré. Et ça, si je me souviens bien, ça touchait seulement les sites urgents. Exactement. Okay. Seulement les sites urgents. Ça, c'est tout ce qui va se faire prochainement. C'est ça. Pour les autres sites, il va falloir évaluer. Ça répond à votre question? Merci. Monsieur? Bonsoir. Je m'appelle Jean-Marie, je suis étudiant en environnement. Ma question porte sur le chevalier culivré encore. Juste une courte mise en situation, comme mon collègue l'a précisé tout à l'heure. Le chevalier culivré est une espèce en voie de disparition au Canada, menacée au Québec. Elle est entièrement dépendante du fleuve Saint-Laurent et particulièrement de la rivière Richelieu, puisque c'est le seul endroit, selon le rapport de la COSEPAC publié en 2014, où il y a reproduction de cette espèce-là, qui est en disparition. Je voulais simplement savoir, sur le site du BAP, il était précisé que c'était 88 mètres carrés l'impact sur le territoire du chevalier culivré. Et ma question est simplement, ce 88 mètres carrés-là, est-ce qu'il est proche d'une frayère de ces poissons-là ou c'est simplement dans son aire de répartition? Est-ce que les frayères ont été localisées dans la rivière et sont-elles proches des milieux où il va y avoir intervention? C'est seulement basé sur la végétation présente dans le secteur qui pourrait être utilisée, mais pas des indices de frais factuels. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils frayent là, mais étant donné qu'il y a des herbiers qui sont... c'est pour ça que je parlais des herbiers au début de mon exposé, là, parce qu'ils sont utilisés. Ils peuvent être utilisés. C'est pas systématique, là. C'est ça. Puis le 88 mètres carrés, ça, c'est une évaluation brute de l'empreinte des ouvrages de stabilisation urgents dans l'habitat, mais il y a un endroit qui ne ressortait pas dans le résumé là, de la convocation, c'est qu'il y a un endroit où on fait une réfection d'un ouvrage déjà existant. Donc, il y a une partie de ce 88 mètres carrés-là qui ne peut pas être considérée comme une vraie perte parce qu'on remet la même chose au même endroit. Donc, en réalité, c'est 29 mètres carrés. C'est ça, mais... c'est ça. Monsieur? Moi, Lambert Pellery. À la page 12, à un moment donné, vous dites qu'il y a 150 lieux qui sont visés. Et là-dessus, il y en a 108. La page 12 de ce document. Il y en a 108 qui sont des propriétés privées. Comment ça va fonctionner pour les propriétés privées? Au niveau de l'inventaire de ces lots-là,
c'est que dans l'étude d'impact, c'est les chiffres qui sont à l'intérieur de l'étude d'impact. L'étude d'impact considérait, entre autres, l'impact. C'est des chiffres qui sont dans l'étude d'impact. Mais dans l'étude d'impact, ce qu'on se considérait, c'était aussi l'impact de la circulation. Et non parce qu'il y a moins de propriétaires que ça qui font l'objet directement de travaux. Les travaux physiques, là, il y en a moins que ça. Mais ces 150-là, c'est qu'il y en a des deux côtés. Puis c'est sûr qu'ils vont être gênés par la circulation des camions durant les travaux, surtout les travaux d'enrochement. Mais pour ce qui est des travaux de végétalisation, ça devrait être pas mal moins lourd, à moins que dans les sections où il y a du reprofilage, il y ait des déblais à charrier, là, il va y avoir de la circulation de camions. Mais autrement dit, c'est 150 propriétaires qui sont dans la zone d'étude influencés par les travaux. C'est ça. Bon, je peux prendre la question autrement. Supposons que j'ai un terrain, et puis je fais partie des 108 là, qui ont un lot. Qui va décider si vous rentrez chez nous et vous faites des travaux chez nous? Est-ce que je vais être contacté? Comment ça va fonctionner? Mais en fait, nous, on va informer les gens, on va vous envoyer des lettres pour vous informer de la suite du processus. Puis quand on va arriver pour faire les plans, on va vous consulter également, on va vous envoyer une lettre, on va vous demander si vous avez des infrastructures sur vos terrains pour les considérer. On va peut-être même vouloir vous rencontrer si vous voulez nous montrer des choses sur votre terrain. Puis, on va vous demander même une autorisation écrite qui nous permet de réaliser les travaux. On ne fera rien sans l'autorisation des propriétaires. Je suis désolé d'avoir mal compris votre question. Peut-être que je suis mal exprimé. Non, c'est beau. Parce que, je vais ajouter un commentaire là-dessus. Moi, je viens de milieu agricole et puis, à un moment donné, quand le ministère de l'Environnement débarque chez nous, ils sont chez eux. Puis s'ils décident de s'approprier un bout de terrain, ils se l'approprient, puis tu viens de le perdre. Ce qui fait que si je demandais aux gens ici, êtes-vous prêts à vous faire enlever 10 de votre revenu? Je ne suis pas sûr qu'il y en avait du monde qui te prend la main et qui se dirait oui. Merci, monsieur Lagarde. Bonsoir, je suis Martin Dubreuil. Je représente la coopérative Préval, le 90 dollars de Belleuil, et je suis aussi membre de l'association Amis du Richelieu. Je voulais savoir au niveau des projets, est-ce qu'il y a d'autres projets du même type qui ont été réalisés sur la rivière Richelieu? Et est-ce que vous avez des adresses physiques pour pouvoir le type de réalisation physique? Du même type. Il y a des travaux d'enrochement qui ont été réalisés en 2008, si je ne me trompe pas. Je ne connais pas l'emplacement exact, je n'étais pas là à l'époque, mais je peux vous donner l'information. Oui, on va voir les adresses pour commencer à évoluer dans le temps. Oui, mais c'était des travaux d'enrochement. C'était pas du Il n'y avait pas de végétaux? Oui, il y avait des enrochements et plantations. N'oubliez pas de laisser votre groupe. Oui, non, ça pas. Parce que c'est sûr, quand je réalisais la mise en contexte, je pense qu'elle est un petit peu biaisée parce que le trafic des bateaux, puis les surverses abusives ne seront pas pris en compte. Je pense que depuis les dernières années, comme ça, il y a eu beaucoup plus d'augmentation de trafic et de surverses. Et je pense que ça peut juste amplifier la détérioration des berges. Je pense que c'est important de pouvoir voir du passé jusqu'à aujourd'hui, comment ça évolue, voir comment vos travaux vont pouvoir évoluer. Puis la deuxième question que j'avais, on a parlé un petit peu de grandeur de prix. C'est une question double. La première, comment est-ce que c'est financé? Est-ce que c'est 100% par le ministère ou on a des subventions ministérielles canadiennes, québécoises? Comment est-ce que c'est réparti? Est-ce que ça sort de tout le monde ou un petit peu des autres Canadiens et québécois? En ce moment, il y a un règlement d'emprunt qui a déjà été adopté pour ces travaux-là il y a quelques années, parce qu'on a commencé le processus en 2014. À l'heure actuelle, il n'y a pas de subvention qui était prévue pour ce projet-là. C'est sûr qu'on peut peut-être faire la vérification, mais je n'ai pas été... C'est dans le budget de la CRIP aussi.
c'est prévu à l'heure actuelle, c'est prévu dans le... Ce qui amène à ma dernière question concernant les délais entre le début du projet sur la concrétisation des plans et devis et le début des travaux. Quelle période? Est-ce qu'on parle de 2022? On parle de décembre l'année prochaine? Quel délai on peut... Oui, bien c'est sûr que nous, on va attendre, je ne connais pas exactement la procédure et les délais qui s'y rattachent, mais c'est sûr que nous, on doit attendre que le projet soit, qu'il y ait un décret, dans le fond. Si on a un décret, normalement, ce sera disponible pour des travaux en octobre de l'année prochaine. De 2020, selon moi, c'est peut-être possible. Parce qu'ensuite, il faut faire les plans et devis. On va également présenter une demande de certificat d'utilisation en vertu de l'article 22. Donc, il y a quand même d'autres étapes. D'ici un an et demi, ça pourrait voir le jour. Je pense que c'est possible en novembre. Parce que la période d'information du cadre c'est 2025 et l'analyse, l'évaluation environnementale par le ministère se poursuit. Et quand ce sera complété, à ce moment-là, le ministère va faire une recommandation. Le ministre va apporter la recommandation au Conseil des ministres et c'est le Conseil des ministres qui va décider s'il y avait un décret. Mais à partir du moment où c'est mis sur le bureau du ministre, il n'y a pas de délai. Ça va à la vitesse que ça va et pour y avoir un effet. Normalement, c'est possible de penser que ça pourrait être un ami. C'est toujours, encore là, ça dépend des lieux. À votre connaissance, un projet de cette ampleur pour la ville de Belleuil, c'est la grosseur de ce projet-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévus ou à venir sur le Richelieu? Belleuil est la première ville à prendre conscience et agir pour ces berges. Je sais qu'il y a une autre étude d'impact qui a été faite par le ministère des Transports là, du pont de la Main jusqu'à Saint-Ours. Mais je ne sais pas s'ils ont fait des travaux. Il y en a qui ont été faits. Est-ce qu'il y en a qui ont été faits en Ils ont fait deux. Ils ont fait un ponceau. Dernièrement, le ciment. Mais c'est ça, eux, ils avaient déjà passé le processus avant nous. Donc, mais de l'autre côté du Richelieu, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez venir au micro pour vous faire partager l'information? Merci. Je disais que j'ai travaillé sur un projet à l'île aux Foins à Carignan, donc un projet qui est comme qui a beaucoup d'innovation en fait sur ces berges dans ce secteur-là. Puis je sais qu'il y a certaines berges donc, qui ont fait des aménagements là, avec du végétal. Puis il y a un suivi qui est fait à ce niveau-là. Donc je sais que Carignan a déjà fait des travaux là, de la sorte. Ça semblait aux dernières nouvelles avoir très bien fonctionné là, de ce que j'ai entendu de mes collègues. Mais ça c'est fait dans un cadre de demande de certificat d'autorisation, de construction. Oui, c'est ça, mais c'est des autorisations de construction, ça n'a pas passé par une étude d'impact sur l'environnement. Donc, c'était moins de 300 mètres linéaires normalement. C'est ça. Mais j'avais comme l'impression que la question générale, c'est est-ce que ça a été fait ailleurs, est-ce que globalement ça fonctionne, etc. C'est quand même la réponse. Les adresses où il y a eu des travaux en 2008, c'est face au 170 Richelieu jusqu'au 196. Donc, si vous voulez aller voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Antoine Cordy, citoyen. J'aurais deux questions. La première, les travaux seront réalisés entre octobre et février. Quel effet aura le gel du sol pour les travaux de cette eau-là? S'il y a un gel, vous allez travailler, vous allez installer. La présence d'eau dans ce gel-là, eau des gels, qu'est-ce qui va se passer dans ces secteurs-là? Vous allez travailler et faire vos installations. Sur le plan génie, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas ingénieur. Mais une chose, je peux vous dire une chose, c'est que les travaux sont exigés à la grandeur de la province. Ils demandent à ce qu'ils soient réalisés en dehors des périodes critiques pour les poissons puis pour les oiseaux. Donc, c'est ce qui fait qu'il
faut nécessairement que ce soit propice. Ils s'adaptent. Les entrepreneurs doivent s'adapter parce qu'ils n'ont pas envie de recommencer la job. C'est sûr. J'essaie de comprendre l'effet du gel par rapport aux installations une fois que Monsieur, il n'y a pas aucune étude là-dessus. Aucune étude, aucun. C'est pas une question d'étude. Ils sont obligés de le faire. Les mesures nécessaires pour faire les plans de devis. Dans le fond, les plans de devis vont être faits en sorte de prendre cet élément-là en considération, d'appliquer les méthodes de construction et de mettre les éléments nécessaires pour que les travaux soient conformes, bien qu'ils soient réalisés en temps. En fond, c'est ça ma réponse. C'est que ça va être pris en considération. Excusez-moi, on a vu l'état des routes, surtout quand il y a des travaux l'hiver. L'été, ils sont bons. Il faut les refaire l'hiver d'après. Ça, c'est une question. La deuxième question que j'aurais, c'était à propos des coûts. McMaster, la rue Richelieu, appartient au ministère des Transports. De la 20 aller à Saint-Marc, la partie Belleuil, celle d'après, appartient aussi au ministère du Transport. Pourquoi Belleuil a pris la responsabilité du 100 secteur de la 20 aller à Bernard-Pilon et être responsable de la rue Richelieu et non pas la laisser au ministère du Transport? Oui, c'est ça. Il y a eu un décret, je pense, en 1992. Le pourquoi, il faudrait que je vérifie qu'est-ce qui a été considéré à ce moment-là. Parce que je n'ai pas la réponse, malheureusement. Pourquoi on a gardé cette rue-là? J'imagine qu'il n'y en avait pas besoin. Parce que c'est les citoyens de Belleuil qui vont payer juste la ligne de Belleuil. Alors que les autres citoyens sur le même pouvoir, sur le même tronçon national, c'est le ministère du Transport qui s'occupe, c'est le ministère du Transport qui paye. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je comprends le fond de votre question. Mais... La ville de Belleuil prend note de la question. Ils vont répondre à la question, ils vont avoir la réponse par le ministère. Et on va la mettre sur le site web, vous allez pouvoir avoir la réponse. D'autres questions? Madame, monsieur, allez-y. Pierre Ledoux, payeur de taxes. La mortalité des freins présentement. On sait que tout le bord de l'eau, il y a du frein de malade en maudit. Ils sont tous malades. Est-ce que ça va déranger le projet? Parce que ça va toucher à votre bonne côte. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a dans les espèces végétales qui vont être utilisées pour la revégétalisation, c'est-à-dire si on replante des arbustes, des arbres, ça ne sera pas des freins. Mais pour ce qui est du contrôle des freins, je ne peux pas vous dire. Est-ce que, je pense que dans l'étude d'impact, il avait été mentionné que lorsqu'il y avait des arbres qui étaient abattus, les souches devenaient au sol. Maintenir le style. Oui, est-ce que ça peut inclure de laisser des souches de frein dans cet endroit-là? Parce que je ne sais pas c'est quoi les règles quand on élimine un frein, est-ce qu'on arrache lorsqu'on élimine des freins, est-ce qu'on arrache les racines? Je ne peux pas vous dire. À cause de la maladie de la grille, mais la grille, la maladie c'est un insecte, la grille du frein. Mais je ne penserais pas. Il n'y a pas de grille dans les racines. Non, c'est ça. Mais c'est une bonne question. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont sorti, c'est intéressant. Oui, c'est beau. Maintenant, question? Bon, c'est pas d'autres questions? Un petit peu.
Maintenant, les prochaines étapes. La demande de consultation d'utilisation, c'est quelqu'un qui fait une demande de consultation publique ou de médiation. On va voir dans les prochaines, d'ici la fin de la formation du médecin. L'analyse environnementale du ministère se poursuit. À la suite de l'analyse environnementale, il y aura des recommandations qui seront faites au ministre et le ministre pour faire une recommandation au Conseil des ministres. Et les décisions du Conseil des ministres, ce sera de donner un décret ou non et de fixer les conditions d'émission du décret. Maintenant, c'est pas parti dans le bon sens. Il y a un questionnaire qui nous a été laissé. Si vous voulez essayer de le remplir, de le laisser avant de partir. Et si vous voulez avoir plus de joindre, vous savez où vous trouvez le www.go.uc.ca. Ça, c'est le site web, vous allez trouver plusieurs informations. Sinon, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel qui est mentionnée, stabilisation.qbdel, et on se fera plaisir d'essayer de vous répondre. Dans 10 jours après la fin de la période d'information, il y aura un compte rendu qui sera pour le ministre. Dans ce compte rendu-là, il va y avoir une noter toutes les préoccupations que vous avez exprimées ce soir. On va les identifier par thème, par sujet, et on va indiquer au ministre voici ce dont les gens ont parlé, ce qu'ils ont manifesté comme préoccupation. Là-dessus, je vous souhaite un grand espoir. Thank you.